Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Cette semaine, place à une édition spéciale été, un condensé de l'actualité préparé par les équipes du Grand JT des Territoires. Regardez. Donc là, c'est des maisons qui sont typiques du bassin. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on s'aperçoit que c'est des maisons qui pourraient être vendues à des gens qui souhaiteraient vivre à l'année. Emma travaille avec son père dans une agence immobilière à Arès. Il constate, comme sur beaucoup de communes du bassin d'Arcachon, l'expansion des locations saisonnières, via les plateformes Airbnb par exemple, qui raréfient l'offre de logements pour les résidents permanents. Autre problématique, des prix d'achat très élevés, en partie à cause de la forte demande, alimentée par l'attrait touristique de la région. On a une tension qui est présente depuis 2016 sur le secteur du bassin d'Arcachon. On l'a ressenti depuis 2016 très sérieusement, avec la LGV qui est arrivée, avec l'expansion du bassin. La moyenne de prix, on va dire qu'on est entre 450 et 650 000 euros pour trouver une maison. C'est pas négligeable. Un marché bloqué qui provoque de lourdes conséquences. Fermeture de classes, jeunesse déserte, employeurs en manque de salariés. Xavier Danet, le maire de la commune de 6 000 habitants, exprime son inquiétude. Notre situation est préoccupante. On est une petite commune et 6 400 habitants et aujourd'hui on n'arrive pas à loger notre population. La solution paraît être la construction de nouveaux logements, mais la loi SRU qui impose 25% de logements sociaux arrive bientôt sur les communes du Nord-Bassin. Arès n'en compte que 3,5% et face à la ZAN, la ville se retrouve dans une impasse. Je lance un cri d'alarme avec cette schizophrénie, cette bipolarité de l'État qui nous dit surtout construisez des logements sociaux parce qu'on en a besoin. Mais il faut qu'on nous aide, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous dire construisez des logements, mais par contre ne construisez pas du tout parce que la zéro artificialisation nette arrive demain, 2050 c'est demain. Une situation critique qui touche l'ensemble du bassin d'Arcachon. En 5 ans, les prix de l'immobilier ont augmenté de 45%. Partons à Rennes maintenant, où l'Institut de recherche agronomique va inaugurer une IRM pas comme les autres. Cette fois-ci non pas destinée à la médecine, elle servira, elle, à poursuivre des études sur l'agroalimentaire. Une première mondiale, vous allez le voir, des explications avec ce reportage de TVR à Rennes. Le nouvel appareil d'IRM installé à l'INRAE de Rennes depuis 1 an est normalement destiné au diagnostic médical. Mais c'est le seul au monde qui a été configuré pour être dédié à 100% à la recherche en agroalimentaire, alimentation et environnement. On va pouvoir mieux comprendre comment le pain se forme chez les boulangers, comment on peut transformer aussi des produits laitiers pour faire des bons fromages et encore une fois, comment on va ensuite les digérer. Donc c'est vraiment unique et très intéressant. Ainsi, les chercheurs de l'unité Opale de l'INRAE ont mis au point des outils spécifiques. Ils peuvent cuire ou congeler des aliments à l'intérieur de l'IRM et ainsi suivre pas à pas la transformation de la structure des produits à l'échelle de l'infiniment petit, de l'ordre de 500 millièmes de millimètre. On peut par exemple suivre le processus de séchage et avec cet IRM accéder à l'information spatiale sur l'eau. De l'échelle du produit jusqu'à l'échelle subcellulaire, par exemple dans le cas des tissus végétaux ou d'un fruit. On peut sécher ce fruit sous IRM et voir comment l'eau diffuse et comment elle est transférée à ces échelles différentes sur un même objet qu'on va suivre au cours de sa transformation. Impossible de filmer cette machine de près. Elle génère un champ magnétique extraordinaire, 30 000 fois plus élevé que dans la nature. Le champ magnétique est créé par un courant qui circule dans un supraconducteur qu'on plonge dans un bain d'hélium liquide à moins 269 degrés. Coût de cet appareil, un peu plus de 1 million, financé par l'État, la région, la métropole rennaise et l'Europe. L'entreprise pilote a lancé son tout nouveau stylo, le Friction Ball Plus. Une variante du célèbre effaceur pour écoliers, vendu à plus de 4,3 milliards d'exemplaires dans le monde. Cette innovation vise un public plus large, le tout avec une conception qui se veut plus écologique. Regardez sa fabrication avec ce reportage de notre partenaire 8 Montblanc sur place. Voici le dernier bijou de pilote, le Friction Ball Plus. Un design plus sobre pour une empreinte carbone réduite, cette innovation vient compléter l'offre de stylos effaçables déjà existante
avec le Friction Ball bien connu des scolaires. Il est fabriqué à partir de 82% de plastique recyclé, post-consommateur, du RPET pour être précise. Et c'est vrai que quand on compare l'impact environnemental des deux stylos, donc celui-ci fabriqué en France et un équivalent fabriqué au Japon, on réduit notre empreinte carbone de 36%. Si le corps du stylo est composé de 82% de plastique recyclé, cela représente environ 60% de son poids, car pour des raisons de confidentialité, l'encre et la mine sont importées du Japon. Mais avant de passer au produit fini, ce nouvel instrument d'écriture ressemble plutôt à ça. C'est ce que le consommateur jette dans sa poubelle jaune. C'est récupéré et on refait des granulés et nous on utilise ce plastique pour notamment le nouveau stylo. Le plastique arrive ensuite ici par un système d'aspiration pour la prochaine étape, l'injection. On va sécher les granulés plusieurs heures pour enlever l'humidité qui est à l'intérieur. Et ensuite, on va alimenter une presse à injecter. On va fondre le plastique à peu près à 300 degrés. Le plastique est ramolli. Le stylo passe ensuite dans cette machine pour le décorer. Une étape comme celle de l'injection, compliquée par l'utilisation de plastique recyclé, son aspect étant plus visqueux que du plastique vierge. Place à l'assemblage avant d'être ensuite emballé. À chacune des étapes, le produit est vérifié et un test d'écriture est effectué. Il aura fallu près de 2 années pour que Pilote lance officiellement la fabrication de ce Friction Ball Plus, un produit supplémentaire dans la gamme écologique de Pilote qui devrait permettre à l'entreprise d'approcher son objectif, à savoir diviser par 2 son empreinte carbone d'ici 2030. Chaque année, les Antilles sont secouées par des séismes, des phénomènes naturels sans grandes conséquences dans la majorité des cas. Mais doit-on se méfier quand même des séismes en Martinique? C'est la question que s'est posée via ATV sur place. Regardez. On voit que tous les séismes ils vont dessiner le plongement de la plaque Amérique sous la plaque Caraïbe. Et donc c'est au frottement entre les plaques qu'ont lieu les ruptures les plus importantes. Un tremblement de terre de magnitude 4,5, rien d'alarmant. Et pourtant, certains commencent à s'inquiéter. L'Observatoire volcanologique de Saint-Pierre tient, lui, à rassurer. Alors il n'y a rien d'anormal dans les magnitudes des séismes qu'on a enregistrés depuis le début de l'année. Ce ne sont pas les mêmes. En fait, ils ont eu lieu à différents endroits de la plaque, donc en Martinique ou au large ou en profondeur. Et en fait, ils sont liés au phénomène de subduction, c'est-à-dire le plongement des plaques nord- et sud-américaines sous la plaque Caraïbe. Il était à plus de 100 km sous nos pieds. Depuis le début de l'année, 6 séismes ont été enregistrés comme ressentis par la population. En comparaison, 10 à 15 sont ressentis sur une année complète depuis les 20 dernières années. Face à ce chiffre déjà élevé, l'inquiétude ne faiblit pas. Les données historiques nous ont montré qu'on avait pu enregistrer dans le passé au large de la Martinique des séismes qui ont atteint des magnitudes de 7 à 8 et donc qui pourraient faire des dégâts conséquents sur l'île. Face à la possibilité d'un phénomène conséquent sur notre île, des exercices de gestion de crise sismique existent déjà. Se préparer, c'est tout d'abord s'informer, c'est-à-dire essayer d'obtenir l'information. Alors il y a plein d'organismes qui forment au risque naturel majeur, mais sur le site de la préfecture, sur Internet, on a plein d'informations disponibles. Il ne faut pas s'inquiéter, ce sont des phénomènes parfaitement naturels. Deuxièmement, je dirais qu'il faut considérer ces alertes justement comme des moments, comme des petites piqûres de rappel qui permettent justement de se préparer. Donc aujourd'hui, le maître mot, c'est la préparation. Malgré tout, un séisme ne prévient pas et les spécialistes travaillent de plus en plus pour déterminer le moment où la Terre va trembler. Ces professionnels tiennent également à rappeler que ces phénomènes n'ont absolument rien à voir avec l'activité de la montagne Pelée. Dans ce journal, partons pour les Bouches-du-Rhône à Saint-Chamas, où l'association 8 Vies pour la planète a plongé dans l'étang de Berre pour y planter des austères marines. Cette action écologique intervient pour recréer un écosystème dans ce bassin qui a été détruit par plusieurs crises climatiques. L'année dernière, 400 000 graines ont été plantées. On écoute Damien Bonnet, membre de l'association 8 Vies pour la planète, au micro de notre partenaire La Provence. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment accélérer la réintroduction des graines qui se faisaient très très mal naturellement. Autant les austères naines, elles sont arrivées à revenir. Alors c'est sûrement des oiseaux qui mangent des graines et qui vont les semer. Les austères marines, on n'a jamais vu de départ spontané et on s'est aperçu qu'en le faisant à la main, ça marchait. Donc si on arrive à faire gagner 10 ans, 20 ans ou 50 ans sur la réintroduction des herbiers, voilà, c'est ça de gagner, quoi. Depuis 1 an et demi, la marque automobile Alpine a ouvert une concession au Mans.
Un choix stratégique pour la marque qui veut surfer sur la proximité avec le circuit des 24 heures du Mans. Est-ce un choix payant? C'est ce qu'a voulu savoir Anthony Piton pour LMTV en Sarthe. Depuis un peu plus d'un an, Alpine a pris ses quartiers au Mans. Un choix stratégique pour la marque tricolore. Alpine compte bien surfer sur la proximité du circuit et les 24 heures du Mans pour attirer les clients. On peut parler de clients qui viennent du bout de l'Europe pour venir jusqu'au Mans. On a même cette clientèle anglaise que nous connaissons très très bien avec les 24 heures qui s'arrête. Venir nous voir à la concession, c'est très plaisant de pouvoir faire quelques clichés photos avec eux et partager notre passion tous ensemble. Avec son coupé sportif, l'A110, la marque joue sur la fibre nostalgique. Le but, séduire une clientèle en quête de sensations. Comptez au minimum 65 000 € pour une A110. Ici au Mans, le marché répond présent, avec des ventes qui dépassent les objectifs fixés par la marque. Une centaine par an. Donc nous on a ouvert il y a 1 an et demi, donc sur l'année, une année pleine, c'est environ 100 voitures. Le profil c'est jeune retraité, on va dire 60-70 ans, rêve de gosse, je me fais plaisir maintenant, j'attends pas d'être trop vieux pour me faire plaisir. Un pari gagnant, et Alpine mise sur son héritage et le prestige du Mans pour accélérer encore. Et puis retour historique dans ce journal en 1944, lorsque le soldat Stephens de la 100e division américaine libérait les vallées du massif vosgien lors de la Deuxième Guerre mondiale. Un moment qui a marqué sa vie, mais aussi l'histoire des villages vosgiens, comme celui de la Petite Raon, où plus de 80 ans après, la famille de ce soldat, originaire du Texas, s'est rendue sur place en souvenir de son aïeul. Ils ont notamment pu rencontrer Fernande, qui avait 13 ans à l'époque. Regardez ce reportage très émotionnel proposé par notre partenaire Vosges TV. Une famille venue du Texas aura marché dans les pas de son aïeul, le sergent d'état-major Ben C. Stephens, engagé volontaire au sein de la 100e division américaine, qui libérait en novembre 1944 des vallées à l'est des Vosges. Enfants, petits-enfants, nièces et neveux du vétéran ont rencontré dans la mairie du village de la Petite Raon Fernande. Elle avait 13 ans à l'époque. Elle leur a raconté ses 4 années de guerre, ses peurs et les privations. Ça a été la fin. Ça a été un dernier qu'on a été à l'abri dans les caves. Oui, quand il y avait des bombardements, des mitraillettes, tout ça. Bon, on avait quand même un peu de légumes du jardin, mais on n'avait pas de viande. La famille ne cachait pas son émotion car le jeune militaire américain de retour au pays ne parlera jamais de ce qu'il avait vécu en France. Nous sommes très heureux et touchés d'être ici, de revenir sur les pas des combattants et de rencontrer ceux qui les ont connus. C'est juste un tel honneur de la rencontrer, une telle connexion avec l'histoire entre la génération précédente et nous. C'est vraiment un honneur. Disparu en 1996, celui que l'on surnommait Papa Ben aura juste livré cette anecdote à la fin de sa vie sur ces femmes françaises qui embrassaient avec joie les soldats à la Libération. Fernande, elle, était trop jeune, mais 8 décennies plus tard, une bise a scellé l'amitié franco-américaine. Puis à Senones, la famille a découvert un projet de stèle rendant hommage aux combattants de la Centurie. C'est une pierre en grès rose de d'1,70 m de haut. Et sur cette pierre donc en grès rose des Vosges va être apposé donc le blason de la 100e division. Les hommes de la 100e division US ont fait reculer les Allemands dans le massif. C'est eux qui libèrent et la vallée du Rabodeau et la vallée de la Plaine. Beaucoup de mérite pour une division de jeunes hommes c'était vraiment leur premier combat. Leur visite dans les Vosges aura permis aux descendants du soldat Stephens d'écrire une page de l'histoire familiale qu'ils transmettront aux plus jeunes à leur retour aux États-Unis. Et puis tout à fait autre chose, devenue une institution dans le centre-ville de Saint-Étienne, la fromagerie de Laetitia fête ses 30 ans. La fromagère perpétue une vocation de plusieurs générations avec son mari. Ils ont dû d'ailleurs faire face à de la concurrence et à la montée des prix. Notre partenaire TL7 a voulu les rencontrer pour connaître le secret de cette longévité. Regardez. Et bonjour. Allez, bonjour.
30 ans que c'est la même routine. Les dernières livraisons arrivent dans la matinée et le mardi, place aux chèvres. Sur le coup des 10 heures, tout le monde vient faire ses courses et là, il faut que tout soit prêt. Laetitia est accompagnée de son mari. Stéphane l'a rejoint lors de la naissance de leur deuxième enfant, il y a 23 ans, alors qu'il travaillait dans un centre social. C'est différent, mais c'est toujours un métier de contact. Tu vois du monde, moi j'aurais pas pu rester seul dans un bureau à faire des papiers ou à faire des choses comme ça, c'est pas mon truc. Il s'occupe maintenant des livraisons, une mission très importante pour trouver de bonnes affaires. Et pour cela, il faut se lever tôt, sous les coups de 5 heures. Par exemple, voilà, ce Roquefort, là, ce matin, il était en surstock. Ils essaient de dégager un peu des produits parce que voilà, ils en avaient peut-être trop commandé pour Noël et ils n'en avaient plus la vente. Donc du coup, moi, j'achète la fin du lot et il me fera un prix intéressant. Voici la clé pour fidéliser sa clientèle qui vient aussi depuis près de 30 ans. Là, c'est mon fromager, là. C'est pas plus cher qu'ailleurs, plutôt moins. C'est de la qualité et il y a un très bon accueil. Au-dessus de 30 € d'achat, il y a toujours un petit cadeau chez Barré. Et cette réussite, Laetitia Sauzé la doit qu'à son travail. Elle a ouvert son commerce à 19 ans, bien poussée par son père, alors qu'elle ne voulait pas faire ce métier. Mon père, il nous avait bien dit que c'est bien que chacun gère son affaire. Comme ça, si tu te plantes, c'est à cause de toi. Mais l'empreinte familiale est toujours présente. Cette harpe est 100% barrée, de la conception à la fabrication. À la quête d'un corps de rêve, le sien, vous allez le voir, est très musclé. À 33 ans, Michael est un bodybuilder acharné dans sa quête du corps parfait. Et il est prêt à tout pour y parvenir, entre musculation intensive, nutrition stricte, sommeil et rythme de vie. Tout est pensé, tout est sous-pesé pour optimiser cette progression. Puissance Télévision l'a bien nommé, l'a rencontré. Regardez. À chaque fois que je monte sur scène, j'ai l'impression de réaliser un rêve de gosse. Depuis que je suis gamin, que je vais monter sur scène, me confronter aux autres et avoir des résultats. Et c'est ce qui se passe en ce moment. J'espère que ça va durer. C'est une adrénaline. Je suis heureux comme tout. C'est génial. Michael n'est pas en train de se contempler, mais bien en train de travailler son posing. Comprenez, l'art qu'ont les bodybuilders de contracter simultanément et le plus possible leurs muscles. On monte sur scène, on reste l'équivalent de quoi, 10-15 minutes. Et c'est le fruit des mois et des années de travail qui ont précédé, des sacrifices. Donc pour avoir le plus beau corps du monde, si on ne sait pas poser et se mettre en valeur, ça sert à rien. Mais avant d'en arriver à ce corps, il a fallu travailler. Depuis qu'il a eu le droit de rentrer dans les salles de musculation à l'âge de 15 ans, Michael enchaîne les séances. Routinier oui, ingrat oui, mais la quête du corps de ses rêves passe par là. Je sais qu'en faisant les séances les plus intenses possibles, j'aurai les meilleurs résultats à la fin. Pour la compétition, alors je donne tout. Aujourd'hui, son corps est devenu une addiction, une obsession même. C'est comme une sculpture en fait. On commence à la sculpter, on commence à avoir de la définition. Et puis on voit que ce serait mieux de rajouter un peu de masse, un peu de matière par ici, d'en enlever par là. Et au début, c'est du général et plus on avance dans le temps, plus on travaille le détail. À côté de ses entraînements, absolument tout est pensé pour optimiser sa progression. Récupération, sommeil, rythme de vie et bien sûr la nutrition. À quelques jours de ses tout premiers championnats du monde, l'heure est à la diète, au sens très strict du terme. Dans les assiettes, on est bien loin d'un banquet à volonté. On va être sur un total journalier de 1600 calories, parce qu'on est à 2 semaines du coup de la compète. En temps normal, il mangerait quasiment autant de protéines, mais beaucoup plus de glucides et beaucoup plus de lipides aussi. Si la diète n'est pas adaptée, on fait tout ça pour rien. Donc vraiment la diète, c'est le plus important. Comme à la salle, aucun écart n'est toléré, des restrictions de vie quasiment masochistes. Ce qui me plaît vraiment dans le quotidien, rien. Au niveau diète, c'est horrible. J'ai faim tout le temps, dès que je mange, je me dis, tiens, maintenant j'ai plus qu'attendre 3 heures pour remanger un peu. Tout cet investissement et ces restrictions seront peut-être la clé pour remporter ses prochaines compétitions et pourquoi pas se rapprocher un jour du physique de Mike Menzer, son idole de toujours. Avec le ventre rentré, regarde les poses un peu. Magnifique. Quand on parle de tricot, on pense souvent à sa grand-mère. Et pourtant, connaissez-vous le tufting? Pistolet en main, le tricot prend une toute autre tournure dans cette discipline. Alors munissez-vous de vos plus belles pelotes de laine et découvrez cette nouvelle tendance avec notre partenaire Moselle TV. C'est vraiment très agréable, prise en main très facile. Ouais, ça part un peu de traviole, mais bon, c'est très satisfaisant.
sous les conseils avisés de Laetitia. Une fois que tu es là, tu repars dans l'autre sens pour toujours que la machine, en fait, elle monte. Tu vas vraiment vers le haut, comme ça, et jamais vers le bas, parce que c'est là que tu vas déchirer ta toile. Chaque couturière est concentrée pour réussir parfaitement leurs gestes. Et bien enfoncé, tu vois, tu pars pas avant que ce soit bien enfoncé. Là, je vais jusqu'en haut. Voilà. C'est pas évident, mais ça s'apprend et ça a l'air... On verra dans 1 heure. Et 60 minutes plus tard, les premières ébauches se manifestent. Une technique ancestrale, mais remise au goût du jour depuis quelques années. Il y a des pays justement qui ont commencé avant, vraiment la technique du tapis, donc on n'était pas sur cette même technique, mais là en fait c'est vraiment un engouement dans le monde entier. Avec cette laine acrylique, en fait, les créations en tufting deviennent de véritables œuvres d'art. Ouais, je suis assez fière de ce que j'ai réussi à faire. Normalement, c'est destiné pour la salle de jeu de mes enfants. Donc, on va voir s'ils sont d'accord ou si je le garde pour moi aussi. C'est une possibilité. Mais il reste une dernière étape, fixer les fils avec de la colle avant d'afficher fièrement la création à la maison. Un hommage aux soldats du feu, bien souvent peu reconnus à leur juste valeur. Un musée des pompiers a ouvert pour eux ses portes dans l'Aube. Ce lieu retrace l'évolution des équipements de secours et de lutte contre les incendies. Des pièces uniques depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui que nous présentent nos confrères de Canal 32 sur place. Regardez. L'espace mémoire des sapeurs-pompiers de l'Aube retrace sur 700 mètres carrés près de 2 siècles d'évolution des équipements dans le département, de 1830 à aujourd'hui. Dès les premières visites, la surprise est au rendez-vous. Elle témoigne de l'engagement et de la réalité du métier. Des fois, ils avaient prêté main forte à la commune à côté, donc ils pouvaient courir en tirant la pompe pendant 10-20 km. Les membres de la commission Histoire ont consacré 18 mois à transformer ce lieu en un espace muséal. Le rez-de-chaussée dédié aux véhicules d'intervention, le premier étage au secours à la personne et le dernier à l'habillement ainsi qu'aux pièces plus légères. Les objets exposés proviennent de dons offerts par des communes, des collectionneurs ou des sapeurs-pompiers eux-mêmes qui conservaient ce patrimoine dans leur garage. Qu'elle s'est embêtée ma femme que ça soit là. On a un superbe patrimoine chez les sapeurs-pompiers, surtout dans l'Aube, et on voyait que ça partait sur les vides-greniers. Aujourd'hui, la commission Histoire compte 30 personnes. On honore la mémoire de nos anciens qui ont travaillé dur avec du matériel pas toujours facile à utiliser. Un peu plus de 6200 pièces. Ça va du pins au véhicule, avec toutes les tailles intermédiaires. Dans une région prisée des touristes, la mobilité douce prend le large. Depuis l'été 2023, un bateau navette traverse la Dordogne pour relier Mozac et Grand Castan à Calais. Une solution pratique et gratuite pour les riverains et les visiteurs qui soutient le développement des transports verts dans un territoire touristique de premier choix. Un reportage de nos équipes de Territoires Audacieux, regardez. Cela faisait plus de 100 ans qu'elles étaient séparées par la Dordogne. Les communes de Mozac et Grand Castan et de Calais sont à nouveau reliées grâce à ce bateau-navette qui sillonne la rivière depuis 2023. Ça va fonctionner. C'est un endroit où on ne venait pas parce qu'on ne pouvait plus circuler. Et là, c'est un endroit où l'on vient parce qu'on peut continuer son chemin. On peut s'arrêter au restaurant au Bella Ciao. On peut profiter des quais. On peut profiter des différentes marches, des itinéraires de randonnée. On peut aller voir les communes aux alentours. Donc vraiment, ça devient une étape et non pas un endroit où on ne sait plus où aller. La traversée est gratuite tout l'été et peut embarquer 9 passagers à la fois. Un véritable outil d'attractivité pour les touristes qui peuvent également y emmener leur vélo sur certaines tranches horaires. Pour les riverains tels que Véronique, la navette agit comme un simplificateur de trajet. Alors moi, ça me permet d'aller chez mes amis qui habitent juste en face de la rive et ça m'évite de faire 10, 20, 40 km. Ce bac et ses 200 mètres de traversée sur la rivière Dordogne constituent également une attraction touristique à part entière. Pour financer cet ouvrage issu de l'époque napoléonienne, ainsi que la cale d'amarrage et le pilote salarié, la communauté de communes des Bastides Dordogne-Périgord, l'État, le département de Dordogne ainsi que la région Nouvelle-Aquitaine ont été rejoints par EDF. La berge a été aménagée de ce côté-là pour donner un accès à la Dordogne, une cale à bateau. L'aménagement est maintenant terminé, la partie est végétalisée, il y a un arbre qui a été planté, et là, ici, la ripisylve, la végétation de bord de l'eau, est maintenant florissante.
Le bolide de la DeLorean de Retour vers le futur, célèbre film, la 406 de Taxi ou encore la Dodge Viper de Gran Turismo. Florian, un passionné d'automobile, retape et collectionne les voitures les plus connues du cinéma et des jeux vidéo. La Dépêche du Midi a pu le rencontrer et nous faire découvrir ces véhicules mythiques. Regardez. C'est la fameuse DeLorean. La plus emblématique des voitures de police pour moi reste la Crown Victoria. C'est une vraie voiture de police qui a vraiment servi. Et là vous avez le vrai PC avec l'imprimante d'époque. Pour moi c'est un moyen d'assouvir ma passion de l'automobile, de travailler sur les véhicules, de les rénover. Des véhicules après, pas de prestige, mais des véhicules qui sont plus ou moins agréable à regarder, avec une sympathie pour les gens. Voilà, c'est la fin de cette édition du Grand JT des Territoires. J'ai été ravi de vous accompagner. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition.